Alors qu'elle était ivre de vin avec ses amis, elle a dit « Je pourrais trouver tellement mieux que lui. » Le mariage? Non, merci. J'étais dans la pièce d'à côté en train de préparer son cadeau d'anniversaire surprise. J'ai éteint les lumières, j'ai repris mon cadeau et je suis parti sans faire de bruit. Le lendemain, l'une de ses amies m'a envoyé un message privé. Elle pleure depuis hier soir. Tu as fait ce qu'il fallait. La boîte dans ma main semblait plus lourde qu'elle ne l'était en réalité. À l'intérieur se trouvait une alliance en platine conçue sur mesure avec 3 diamants, un pour notre passé, un pour notre présent, et le plus grand pour l'avenir que je pensais que nous étions en train de construire. À côté, glissés dans la poche de ma veste, se trouvaient 2 billets de première classe pour la Côte d'Azur. C'était notre 5e anniversaire, 5 années à construire, à économiser et à travailler d'arrache-pied. J'avais quitté le travail 3 heures plus tôt, disant à ma secrétaire que j'avais une urgence familiale, ce qui était techniquement vrai si l'on considère que surprendre sa femme est une urgence du cœur. J'ai garé ma voiture, une berline raisonnable et entièrement payée, plus bas dans la rue pour qu'Hélène ne la voie pas dans l'allée. Je voulais l'élément de surprise totale. Je voulais entrer, voir son visage s'illuminer, et enfin lui offrir le luxe qu'elle avait toujours laissé entendre qu'elle méritait. Je suis entré par la porte arrière de la maison dont je payais l'hypothèque. C'était un mardi, ce qui signifiait la soirée 20. D'habitude, je me faisais rare le mardi, restant tard au bureau ou allant à la salle de sport pour qu'Hélène et son cercle d'amis puissent se défouler sur le travail, la vie et n'importe quelle émission de télé-réalité par laquelle elles étaient obsédées. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire. La maison était sombre, éclairée seulement par les bougies coûteuses que je lui avais achetées à Noël dernier. Je pouvais les entendre dans le salon, le tintement des verres, les rires rauques, le son distinct des inhibitions se dissolvant dans le sauvignon blanc. Je me suis glissé à travers la cuisine, souriant comme un idiot. J'allais entrer dans le couloir quand j'ai entendu mon prénom. Marc? Oh, s'il te plaît. Marc ne va pas se soucier si je rentre tard ce soir, la voix d'Hélène flottait dans l'air. Elle n'était pas affectueuse. Elle était dédaigneuse, un ton que je l'avais entendu utiliser avec les télévendeurs, pas avec son mari. Il est probablement encore à ce bureau qui aspire l'âme, en train de faire des calculs. Son amie Vanessa a caqueté. Vanessa était célibataire, perpétuellement dans une situation compliquée, avec un homme marié, et généralement misérable. Mon Dieu, comment fais-tu pour supporter ça, Hélène? Il est tellement banal. Je me suis figé. Ma main s'est resserrée autour de la boîte en velours. J'ai attendu qu'Hélène prenne ma défense. J'ai attendu qu'elle dise « Il travaille dur pour nous » ou « Il est l'homme le plus loyal que je connaisse ». Au lieu de cela, j'ai entendu le bruit du vin que l'on versait. Banal est un euphémisme, Van, a dit Hélène, et le léger bredouillement dans sa voix m'a indiqué qu'elle avait déjà bu l'équivalent de 2 bouteilles. Marc est sûr. Il est une Renault Clio. Fiable. Il t'emmène d'un point A à un point B. Il ne tombe pas en panne. Sûr, c'est bien quand même, n'est-ce pas? C'était Sarah. Sarah était la fille discrète, la seule du groupe qui semblait avoir une boussole morale. Il t'aime, Hélène. Il t'a acheté cette voiture. Il paie pour tout. Sarah, ma chérie, arrête d'être aussi pragmatique, a répliqué Hélène, sa voix devenant tranchante. Oui, il paie les factures. C'est à cela que servent les maris. Mais est-ce qu'il m'enflamme? Non. Est-ce qu'il entre dans une pièce et attire l'attention? Non. Il entre dans une pièce et demande si quelqu'un a besoin d'un sous-verre. La pièce a explosé de rire. Mon estomac s'est changé en plomb. Je me tenais là dans le couloir sombre, l'odeur de son parfum coûteux dérivant vers moi, me sentant comme un intrus dans ma propre vie. J'ai besoin d'un loup, a continué Hélène, sa voix tombant à un murmure de conspiratrice que je pouvais entendre parfaitement clairement. Pas d'un golden retriever. Regardez Romain du service marketing. Ça, c'est un homme. Mon sang n'a fait qu'un tour. Romain, le gars dont elle avait parlé nonchalamment à quelques reprises. Elle, amie du travail, qui l'aidait avec ses présentations. Romain, a demandé Vanessa, semblant intriguée. Celui avec la cicatrice en dents de scie? Le même, a ronronné Hélène. Nous avons déjeuné ensemble aujourd'hui. La façon dont il me regarde. C'est animal.
Il me fait me sentir comme si j'avais de nouveau 22 ans. Si Romain faisait vraiment le premier pas, un vrai premier pas, je ne sais pas si j'aurais la volonté de dire non. Honnêtement, j'ai l'impression de m'être contenté de Marc par dépit. J'ai paniqué parce que j'avais presque 30 ans et il était là, tenant une bague, ressemblant à une valeur sûre. Tu ne t'es pas contenté par dépit. Tu as obtenu la stabilité, est intervenue Sarah faiblement. La stabilité est ennuyeuse, Sarah, a crié Hélène, claquant son verre sur la table. La table basse ancienne de ma grand-mère, ai-je noté avec engourdissement. J'étouffe dans la stabilité. Je regarde Marc et je ne vois que de la médiocrité. Je pourrais trouver tellement mieux que lui. Le mariage? Non, merci. Si je pouvais recommencer, je resterais célibataire, je profiterais de la vie, et j'attraperais un gars comme Romain qui m'excite vraiment. Mais maintenant, je suis coincé à jouer à la maman et au papa avec un homme qui pense qu'une nuit de folie consiste à commander dans un restaurant libanais. Alors quitte-le, a mis au défi Vanessa. Il y a eu une pause, un long et lourd silence. Je ne peux pas, a soupiré Hélène. La cruauté dans sa voix a été remplacée par un pragmatisme froid et calculateur qui a fait plus mal que les insultes. J'ai le bail, les paiements de la voiture, les prêts étudiants. Marc s'occupe de tout ça. Je ne peux pas partir tant que je n'ai pas assuré quelque chose de mieux. Romain ne s'est pas encore engagé. Jusqu'à ce qu'il le fasse, je dois jouer le rôle de l'épouse heureuse. C'est notre anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs. Je dois faire semblant d'aimer n'importe quel cadeau attentionné et ennuyeux qu'il m'a acheté. Tu es terrible, arrive Vanessa. Mais c'était un rire admiratif. Je suis réaliste, a dit Hélène. Santé au tremplin, mesdames. Tchin. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai pas défoncé la porte à coups de pied ni hurlé sur elle. Je ne lui ai pas jeté le vin au visage ni exigé d'explication. À ce moment-là, debout dans l'ombre du couloir, le Marc qu'elle connaissait est mort. Le Golden Retriever dont elle se moquait a été euthanasié. Un calme étrange et glacial m'a envahi. C'était la clarté de la dévastation absolue. J'ai regardé la boîte en velours dans ma main. La bague à l'intérieur valait 3 mois de mon salaire. Les billets dans ma poche étaient non remboursables mais transférables. J'ai réalisé alors qu'elle ne me voyait pas comme une personne. Elle me voyait comme une utilité, un distributeur automatique de billets ambulant avec un pot. Elle attendait son heure, attendant qu'un loup se présente pour pouvoir me jeter comme un mouchoir usagé. J'ai lentement reculé. Je me suis déplacé avec le silence d'un fantôme. J'ai reculé à travers la cuisine, faisant attention à ne pas faire grincer les lattes du parquet. J'ai atteint la porte arrière, je l'ai ouverte avec une lenteur atroce, et je me suis glissé dans l'air frais de la nuit. J'ai marché jusqu'à ma voiture garée plus bas dans la rue. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je ne ressentais rien d'autre qu'un vide creux et vibrant là où se trouvait autrefois mon amour. Je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai regardé la maison. Je pouvais voir la lueur de la fenêtre du salon. Je pouvais voir sa silhouette se déplacer, animée, vivante, se moquant de la vie que j'avais construite pour nous. J'ai placé la boîte contenant la bague dans la boîte à gants et je l'ai verrouillée. J'ai sorti mon téléphone. Contact, Hélène. Bloqué. Contact, Vanessa. Bloqué. J'ai démarré le moteur. Il a ronronné en s'éveillant. Fiable, constant, exactement comme elle le détestait. Je ne suis pas allé chez un ami. Je ne suis pas allé dans un bar pour noyer ma douleur dans l'alcool. J'ai conduit directement jusqu'à l'hôtel de luxe près de l'opéra que j'avais réservé pour notre week-end romantique sur place qui devait commencer le lendemain. Je me suis avancé vers la réception. Vous venez pour vous enregistrer, a demandé le réceptionniste en souriant. Oui, ai-je dit, la voix ferme. Et j'aimerais obtenir un surclassement pour la suite présidentielle, s'il vous plaît. Juste pour une personne. Juste une personne, monsieur. Ouais, ai-je dit, en tendant ma carte de crédit, celle sur laquelle Hélène était une utilisatrice autorisée. J'ai pris note mentalement d'annuler sa carte le matin. Ma femme n'a pas pu venir. Elle est occupée à divertir des amis. Je suis monté dans la chambre, j'ai commandé un steak et un double whisky, et je me suis assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié.
J'ai simplement attendu le matin et les retombées inévitables d'une utilité qui avait été soudainement et définitivement coupée. J'ai dormi comme un bébé. C'était le sommeil profond et sans rêve d'un homme qui avait porté un lourd sac à dos sur une montagne pendant 5 ans, pour le laisser soudainement tomber d'une falaise. Quand je me suis réveillé, les draps au nombre de fils élevés de la suite présidentielle m'ont fait l'effet d'un cocon. J'ai commandé le service d'étage des œufs bénédicts, du café noir et des fruits frais avant même de regarder mon téléphone. Je voulais profiter du silence un peu plus longtemps. À 10 heures du matin, j'ai enfin rallumé mon téléphone. Il a vibré violemment sur la table de chevet, une crise de notification qui a duré 2 minutes entières. 47 appels manqués d'Hélène. 12 appels manqués de Vanessa. 3 appels manqués de la mère d'Hélène. Et un barrage de messages textes qui peignait un tableau parfait de son état émotionnel. 23h30, où es-tu? Les filles viennent de partir. Minuit et quart, ce n'est pas drôle, Marc. C'est notre anniversaire. 1h45 du matin, es-tu vraiment retourné au bureau? Tu es incroyable. 3h du matin, j'ai peur. S'il te plaît, réponds. 7h30 du matin, Vanessa est passée devant ton bureau. Ta voiture n'y est pas. Où diable es-tu? 8h15 du matin, tu te comportes comme un enfant. Rentre à la maison. Elle n'avait pas réalisé que j'avais été dans la maison. Elle pensait juste que j'étais mon moi ennuyeux habituel, travaillant tard ou étant irrespectueux. Elle était en colère, elle n'éprouvait aucun remords. Elle se sentait en droit d'exiger ma présence même alors qu'elle planifiait activement de me remplacer. Ensuite, j'ai vu une notification d'Instagram. Une demande de message direct de la part de Sarah. Je l'ai ouverte. Sarah, Marc, je ne sais pas si tu liras ceci, mais quand je suis parti hier soir, j'ai vu ta voiture s'éloigner plus bas dans la rue. Tu étais là, n'est-ce pas? Tu as entendu ce qu'elle a dit. J'en suis malade. J'aurais dû y mettre un terme, mais j'ai été lâche. Elle a pleuré toute la matinée. Pas parce qu'elle pense t'avoir perdu, mais parce qu'elle pense que tu l'as punie en découchant toute la nuit. Elle ne sait pas que tu as entendu les trucs sur Romain, mais honnêtement, tu as bien fait de partir. Elle ne mérite pas la loyauté que tu lui accordes. Ne retourne pas là-bas. J'ai fixé l'écran. Une validation. Une preuve froide et irréfutable que je n'étais pas fou, que je n'exagérais pas. Sarah, la fille discrète, venait de me remettre l'arme du crime encore fumante. Je n'ai pas répondu à Sarah. Je ne voulais pas l'entraîner dans les tirs croisés. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire. Hélène avait une carte de crédit supplémentaire sur mon compte. Elle était destinée aux courses et aux urgences, mais finissait généralement par financer ses virées shopping chez Sephora et ses mercredis 20. Statut, actif. Clic. Annulé. Ensuite, j'ai transféré la moitié des économies conjointes, exactement ma contribution plus les intérêts, sur mon compte personnel à haut rendement. J'ai laissé sa part. Je n'étais pas un voleur. Je fermais simplement la banque. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Hélène. J'ai répondu, enfin. Sa voix était stridente, un mélange de panique et de fureur. As-tu une idée d'à quel point j'étais embarrassé? Mes parents ont appelé pour nous souhaiter un joyeux anniversaire, et j'ai dû mentir et dire que tu étais dans la douche. Où es-tu? Je suis dans un hôtel, ai-je dit. Ma voix était calme, d'un calme troublant. Un hôtel? Pourquoi, Marc? Si c'est parce que je me suis défoulé auprès des filles, tu dois grandir. Nous ne faisions que relâcher la pression. Tu sais comment est Vanessa. Elle énerve tout le monde. Je t'ai entendu, Hélène. La ligne est devenue d'un silence de mort. Le genre de silence qui aspire l'erreur d'une pièce. Quoi, a-t-elle balbutié, sa voix descendant d'une octave. J'étais dans le couloir, ai-je continué, énonçant des faits comme si je lisais un rapport trimestriel. Je suis rentré tôt pour te faire une surprise. J'avais la bague. J'avais les billets pour la Côte d'Azur. Et je t'ai entendu dire que j'étais un tremplin. Je t'ai entendu dire que tu voulais un loup. Je t'ai entendu dire que tu me quitterais pour Romain s'il te le demandait. Marc, bébé, non. Elle a commencé à pleurer immédiatement,
ses larmes utilisées comme des armes que je l'avais vu utiliser pour échapper à des contraventions pour excès de vitesse. J'étais ivre. C'était juste des paroles, tu sais. Je t'aime. J'essayais juste. J'essayais juste de m'intégrer avec Vanessa. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire, ai-je dit. Tu m'as qualifié de Renault Clio. Fiable, sûr, ennuyeux. Je ne le pensais pas comme ça. Je sais exactement comment tu le pensais. Et tu avais raison. Je suis fiable, c'est pourquoi je t'informe de manière fiable que c'est fini entre nous. Fini? Elle a ri, un son nerveux et hystérique. Tu ne peux pas être sérieux. Pour une seule conversation, Marc? Nous sommes mariés. Tu ne peux pas simplement jeter 5 ans. Tu les as jetés au moment où tu m'as comparé à un autre homme dans notre propre maison, ai-je dit. Je viens d'annuler la carte de crédit. Je contacte le propriétaire aujourd'hui. Le bail expire dans 30 jours. Je te suggère de commencer à faire tes valises ou d'appeler Romain. Peut-être qu'il a de la place dans sa tanière pour un loup. Marc, arrête. Tu me fais peur. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te fais rien, Hélène. Je retire simplement le filet de sécurité pour que tu puisses voler. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai bloqué son numéro à nouveau. J'ai fixé le téléphone pendant une seconde, attendant que la douleur frappe. Mais ce n'est pas arrivé. Au lieu de cela, je me suis senti plus léger. Je me suis senti comme si je venais de retirer une paire de chaussures qui était de taille trop petite. Les 3 mois suivants ont été une étude sur la cause et l'effet. Je ne l'ai pas ignoré complètement. C'est enfantin. J'ai communiqué strictement par courrier électronique concernant la logistique de la séparation. J'ai engagé un avocat spécialisé dans les dissolutions sans fioriture. Puisque nous étions locataires et n'avions pas d'enfants, la rupture a été chirurgicale. Je l'ai laissé garder les meubles. Je ne voulais pas des souvenirs. Pendant que je démantelais méthodiquement notre vie, Hélène essayait frénétiquement de manipuler le récit des événements. Selon des amis communs, que j'ai finalement dû mettre en sourdine sur les réseaux sociaux, Hélène était entrée dans son « ère d'émancipation ». Elle publiait des citations sur le fait de grandir au-delà de son environnement et de refuser de se contenter de la médiocrité. Elle a essayé de faire croire qu'elle m'avait quitté. Elle est allée directement vers Romain. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle était libre maintenant. Le mari ennuyeux était parti, et elle était prête à être réclamée par le loup. Les choses se sont déroulées presque exactement comme je l'avais prédit, bien que la vitesse du désastre m'ait surpris moi-même. Romain, s'est-il avéré, avait 28 ans, louait une BMW qu'il ne pouvait pas se permettre, et avait une liste de femmes qu'il faisait tourner comme des pneus de saison. Il appréciait la chasse. Il appréciait l'idée de coucher avec une femme mariée. Mais au moment où Hélène s'est présentée à sa porte avec des bagages, cherchant une connexion passionnée et un endroit où dormir parce que son mari avait coupé les vivres, le loup s'est révélé être un coyote, charognard, peureux et indifférent aux responsabilités. J'ai appris les détails par Sarah, qui prenait de mes nouvelles de temps en temps. Il a couché avec elle pendant 2 semaines, m'a dit Sarah autour d'un café un après-midi. Puis il lui a dit qu'elle était trop intense et qu'il ne cherchait rien de sérieux. Il a fait le mort, Marc. L'a ignoré littéralement. Il l'a bloqué sur tout. C'est regrettable, ai-je dit, prenant une gorgée de mon espresso. Je n'ai pas souri. Je ne m'en suis pas réjoui. C'était juste un fait. La gravité tire les choses vers le bas. Romain tire les femmes vers le bas. C'est de la physique. Elle habite chez Vanessa maintenant, a continué Sarah, en grimaçant. Et tu sais comment est Vanessa. Elle adore les drames, mais elle déteste partager son espace. Elle se dispute déjà. Hélène est en train de réaliser que la liberté coûte cher. C'était vrai. Sans mon revenu, les mathématiques de la vie d'Hélène ne fonctionnaient pas. Elle travaillait comme coordinatrice de niveau intermédiaire dans une agence de marketing. Son salaire couvrait ses prêts étudiants, la location de sa voiture, et peut-être son habitude de prendre des brunchs. Il ne couvrait pas le loyer dans notre ville, les charges, les assurances, et le style de vie auquel elle s'estimait en droit d'avoir accès. Elle m'avait qualifié d'ennuyeux financièrement. Elle apprenait qu'ennuyeux signifiait solvable. Pendant ce temps, j'étais occupé à m'engager dans ma propre reconstruction.
J'ai pris l'argent que j'aurais dépensé pour le voyage sur la Côte d'Azur et j'ai engagé un entraîneur personnel. Je n'étais pas gros, mais j'avais le corps mou d'un papa. J'ai dit à l'entraîneur que je voulais être capable de soulever de terre mon ancien bagage émotionnel. J'ai commencé à aller à la salle de sport à 5 heures du matin tous les jours. La douleur physique me ramenait à la réalité. Elle a remplacé la torpeur émotionnelle. En 3 mois, j'avais perdu 20 livres de graisse et gagné 10 livres de muscles. Mes costumes ont commencé à m'aller différemment. Ma mâchoire, qui s'était cachée sous une couche de nourriture réconfortante, est réapparue. Je me suis également plongé dans le travail. Mais pas le travail sur dont Hélène se moquait. J'ai pris des risques. J'ai présenté une stratégie de fusion à forts enjeux aux associés, un mouvement de loup que j'aurais habituellement évité. Ils ont adoré. J'ai été promu directeur principal au cours du trimestre. Soudainement, je gagnais 40% d'argent en plus, j'avais l'air 100% mieux, et je portais 0% du poids mort que j'avais traîné avec moi pendant une demi-décennie. J'ai commencé à remarquer que les femmes me remarquaient. C'était étrange au début. J'avais l'habitude d'être le mari invisible. Mais maintenant, quand j'entrais dans un bar ou une réunion, les têtes se tournaient. Je n'étais plus seulement fiable. J'étais compétent, en forme, et je dégageais la confiance dangereuse d'un homme qui n'avait plus besoin de la validation de personne. Je suis allé à quelques rendez-vous. Rien de sérieux, juste un dîner, une conversation, et la réalisation que je n'étais pas banal. J'étais juste avec la mauvaise personne. Un soir, environ 5 mois après la séparation, j'étais dans un bar en rooftop avec vue sur la tour Eiffel avec un rendez-vous, une chirurgienne pédiatrique nommée Claire. Elle était brillante, drôle et magnifique. Nous rions de quelque chose de stupide quand mon téléphone s'est illuminé sur la table. Numéro bloqué. Je savais qui c'était. Elle essayait de contourner le blocage depuis des semaines en utilisant différentes applications et les téléphones de ses amis. Je l'ai mis sous silence sans rompre le contact visuel avec Claire. Une ex, a demandé Claire, en haussant un sourcil. De l'histoire ancienne, ai-je dit. Mais l'histoire a tendance à se répéter si l'on ne ferme pas le livre. Et Hélène n'avait pas fini d'essayer de réécrire la fin. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courrier électronique, non pas de son compte personnel, mais de sa messagerie professionnelle envoyée à ma messagerie professionnelle, de sorte que je ne pouvais pas le bloquer sans l'intervention du service informatique. Sujet, s'il te plaît, lis ceci. Je suis désolé, Marc. Je sais que tu me détestes. Je sais que j'ai tout gâché. Romain était une erreur. Je faisais une crise de la quarantaine précoce. Je crois que j'ai laissé Vanessa m'influencer. Tu me manques. Nous me manquons. Notre maison me manque. Je dors sur le canapé de Vanessa et ça sent l'urine de chat. Et je veux juste retrouver mon mari. J'ai réalisé que ce que j'appelais de l'ennui était en fait de la paix. S'il te plaît, pouvons-nous juste prendre un café? Juste 10 minutes. J'ai besoin de te voir. Je l'ai lu 2 fois. L'ancien Marc, le Golden Retriever, aurait ressenti un pincement de sympathie. Il se serait souvenu d'elle en pleurs, se serait souvenu des bons moments, et aurait pensé à la sauver. Mais le nouveau Marc, le Marc qui s'était forgé dans le feu de sa trahison, je n'ai ressenti aucune sympathie. J'ai ressenti un profond sens de l'ironie. Je ne lui manquais pas. La maison lui manquait. Les paiements de la voiture lui manquaient. La paix que mon portefeuille lui offrait lui manquait. Elle avait sauté de la sécurité du navire dans l'océan, avait réalisé qu'elle ne savait pas nager, et était maintenant en colère que je ne lui ai pas lancé une bouée de sauvetage. Je n'ai pas répondu au courrier électronique, mais je savais qu'elle ne s'arrêterait pas. Les narcissiques ne gèrent pas bien le silence. Cela remet en question leur existence. Si je ne lui donnais pas un « non » final et définitif, elle entrait la périphérie de ma vie pour toujours. J'ai décidé de lui donner ce qu'elle voulait, une dernière rencontre, non pas pour me réconcilier, mais pour lui laisser voir de ses propres yeux exactement ce qu'elle avait jeté. J'ai répondu, dans un café sur le boulevard Saint-Germain, mardi, à 18h. 10 minutes. Il était temps de conclure l'affaire. Je suis arrivé à 18h pile. La ponctualité est une habitude des personnes qui réussissent, et je me sentais très couronné de succès. J'ai repéré Hélène immédiatement. Elle était assise à une table dans un coin, sirotant lentement un café au lait.
Le contraste visuel entre la femme que j'avais quittée 5 mois plus tôt et la femme assise là maintenant était choquant. L'ancienne Hélène était soignée, manucurée, et rayonnante de la confiance de quelqu'un dont la vie était entièrement subventionnée. Cette Hélène avait l'air épuisée. Ses racines montraient une ligne sombre et dure contre les coûteux reflets blonds que j'avais l'habitude de payer. Elle portait un pull que je reconnaissais, mais il avait l'air usé, et ses épaules étaient voûtées dans une posture défensive. Moi, en revanche, je portais un costume bleu marine sur mesure que j'avais acheté pour la réunion du conseil d'administration de ce matin-là. Je ressentais le genre de pouvoir calme qui vient du fait de n'avoir aucun secret et aucune dette. Je me suis approché. Elle a levé les yeux et ses yeux se sont écarquillés. « Marc » a-t-elle soufflé. Elle s'est levée pour me serrer dans ses bras, tendant les mains instinctivement. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas ouvert les bras. Je suis resté planté là, les mains dans les poches, créant un mur de verre invisible entre nous. « Assieds-toi, Hélène » ai-je dit. Mon ton était poli, mais c'était la politesse que l'on utilise avec un inconnu qui coupe la file d'attente. Elle s'est figée, ses bras retombant maladroitement le long de son corps. Elle s'est rassise. J'ai pris le siège en face d'elle. « Tu es incroyable » a-t-elle dit, la voix tremblant légèrement. « Tu as fait de l'exercice. Tu ressembles à ce que tu étais à l'université. Mieux, en fait. J'ai beaucoup de temps libre maintenant que je n'ai pas de personne à charge à gérer, ai-je dit. Elle a tressailli. « Marc, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je sais que tu es blessé. » Je ne suis pas blessé, l'ai-je corrigé. Je suis indifférent. Tu as demandé 10 minutes. Il t'en reste 9. Elle a pris une inspiration tremblante, enroulant ses mains autour de la tasse de café comme si c'était la seule chose qui l'ancrait à la terre. D'accord, écoute. J'ai tout gâché. Je sais que je l'ai fait. J'étais confuse. Vanessa. Elle m'a influencé. Elle m'a fait sentir que je passais à côté de la vie. Elle m'a fait sentir que notre stabilité était une cage. Mais je vois maintenant que ce n'était pas une cage. C'était une fondation. Elle a tendu la main à travers la table à nouveau, essayant de trouver la mienne. J'ai déplacé la mienne pour prendre mon eau. « Tu me manques, Marc » a-t-elle continué, les larmes lui montant aux yeux. « Nous me manquons. Nos dimanches matins me manquent. La façon dont tu prépares le café me manque. Le fait de me sentir en sécurité me manque. » Romain était. Il était une erreur. Une erreur stupide et imprudente. Mais les gens font des erreurs, n'est-ce pas? Nous avons été ensemble 5 ans. Cela ne signifie-t-il rien? Ne pouvons-nous pas simplement remettre les compteurs à zéro? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai cherché l'amour que je ressentais autrefois. J'ai cherché l'étincelle qui me donnerait envie de la sauver. Il n'y avait rien, juste la reconnaissance sourde d'une personne que j'avais connue. Je ne te manquais pas quand tu étais au lit avec Romain, ai-je dit. Son visage a pâli. J'essayais de t'oublier. J'avais mal. Non, Hélène, tu n'avais pas mal. Tu sautais de branche en branche. Tu pensais avoir une prise solide sur la branche suivante, alors tu m'as lâché, mais la branche a cédé. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes assis ici. Si Romain avait été riche et engagé, tu ne serais pas là. Tu serais en train de planifier un mariage. Ce n'est pas vrai, a-t-elle sifflé, sa tristesse se transformant en cette colère familière. Je t'aime. Tu aimes le style de vie, ai-je dit simplement. Tu vis sur le canapé de Vanessa. Tu es fauché. Tu réalises que l'ennuyeuse Renault Clio portait en réalité tout le poids de ton existence, et maintenant tu dois marcher. Alors c'est ça, a-t-elle explosé, son masque tombant complètement. Tu vas juste me punir pour toujours? Tu vas être ce robot froid et sans cœur? Je me noie, Marc. Je peux à peine me payer de l'essence. Je suis ta femme. Ton ex-femme, ai-je dit. Les papiers ont été finalisés hier. Ton avocat aurait dû t'appeler. Elle m'a dévisagé, la bouche légèrement ouverte. La combativité l'a quittée, remplacée par de la terreur pure. Tu les as signés, a-t-elle murmuré. Je l'ai fait. Mais je pensais que nous pourrions arranger ça. Hélène, je me suis légèrement penché en avant.
Te souviens-tu de ce que tu as dit cette nuit-là? La nuit de notre anniversaire? Elle a baissé les yeux. J'étais ivre. Tu as dit, je pourrais trouver tellement mieux que lui. Elle a tressailli de nouveau. J'y ai beaucoup pensé, ai-je dit. Pendant des semaines, ça m'a dévoré de l'intérieur. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé pourquoi je n'étais pas suffisant. Pourquoi ma loyauté n'était pas suffisante. Pourquoi mon amour n'était pas suffisant. J'ai fait une pause, laissant le bruit du café remplir le silence. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose, ai-je dit doucement. Elle a relevé la tête brusquement, l'espoir vacillant dans ses yeux. Je l'étais? Oui, tu avais raison. Tu as dit que tu pouvais trouver mieux. Et la vérité est que je le pouvais aussi. L'espoir est mort dans ses yeux, instantanément remplacé par le choc. J'ai réalisé que je pouvais trouver mieux qu'une partenaire qui se moque de moi devant ses amis, ai-je dit, ma voix calme et chirurgicale. Je pouvais trouver mieux que quelqu'un qui considère ma loyauté comme une faiblesse. Je pouvais trouver mieux que quelqu'un qui a besoin d'un loup pour se sentir validé parce qu'elle est trop vide pour se valider elle-même. J'ai regardé ma montre. Cela fait 10 minutes. Je me suis levé. Marc, attends. Elle s'est levée précipitamment, faisant basculer sa chaise en arrière. Tu ne peux pas me laisser ici comme ça. Je n'ai nulle part où aller. Vanessa me met à la porte la semaine prochaine. Je n'ai rien. Je l'ai regardée une dernière fois. Tu as ta liberté, Hélène. Tu voulais être célibataire. Tu voulais de la passion. Tu voulais l'imprévisibilité du loup. J'ai boutonné la veste de mon costume. Maintenant tu l'as. Bonne chance. Je suis sorti du café pour me retrouver dans l'air vif de la soirée. Je ne me suis pas retourné. Je savais que si je le faisais, je la verrais pleurer à la fenêtre, un portrait des conséquences qu'elle n'avait jamais pensé devoir payer. Mais regarder en arrière est réservé aux personnes qui ne sont pas sûres de l'endroit où elles vont. J'ai marché un pâté de maison plus loin, là où j'avais laissé ma voiture au voiturier pas à Berline. Je l'avais échangé 2 mois plus tôt. Je conduisais un coupé maintenant. Sportif, rapide, un peu pratique. Une voiture pour un homme qui n'avait pas à s'inquiéter de transporter les bagages de quelqu'un d'autre. Pendant que j'attendais le voiturier, mon téléphone a vibré. C'était un message texte de Claire. Claire, l'opération a duré plus longtemps que prévu, mais je suis libre. Dîner à 20h? Je connais un endroit qui a un service épouvantable mais un vin incroyable. J'ai souri. Marc, parfait. Je suis en route. Le voiturier est arrivé. Je lui ai donné un pourboire de 20 €, je me suis glissé sur le siège du conducteur et j'ai connecté mon téléphone. La musique s'est élevée, quelque chose d'entraînant, quelque chose de vivant. Alors que je m'insérais dans la circulation, je suis passé devant le café une dernière fois. À travers la vitre, j'ai vu Hélène. Elle était sur son téléphone, tapant frénétiquement, envoyant probablement des messages à Vanessa ou à sa mère, ou cherchant le prochain Romain pour la sauver. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air insignifiante. Pendant 5 ans, j'avais essayé d'être le héros de son histoire. J'avais essayé d'être le roc, le pourvoyeur, le filet de sécurité. Et elle m'avait méprisé pour cela. Elle voulait un défi. Elle en a eu un, la vie sans le tampon d'un homme bon. Elle voulait trouver mieux. Elle était la bienvenue pour essayer. Mais alors que je changeais de vitesse et accélérais sur l'autoroute, laissant la ville et elle derrière moi, je connaissais la vérité. Elle était partie à la recherche d'un loup, pour réaliser trop tard qu'elle avait abandonné le seul lion qui l'aurait jamais protégée. Je ne la détestais plus. Je ne l'aimais plus. Je ne pensais tout simplement plus à elle du tout.